L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil qui peut être très dangereux. Les personnes atteintes peuvent en effet arrêter de respirer pendant de courtes périodes durant la nuit, parfois des centaines de fois. Les conséquences ne se limitent pas à la fatigue. Elles incluent l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et même des AVC. Voici l'histoire d'une jeune femme qui pensait souffrir d'apnée du sommeil et la découverte terrifiante qui a accompagné son auto-enquête. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, l'apnée du sommeil était présente dans ma famille. Je me rappelle parfaitement des vacances en famille où j'avais sérieusement envisagé de dépenser tout mon argent de poche juste pour avoir ma propre chambre d'hôtel. La raison? Échapper aux batailles épiques de ronflement entre mes parents dans le lit double à côté du mien. Mais malgré cette malédiction familiale, j'avais atteint l'âge de 29 ans sans jamais avoir été accusé de ronfler par des colocataires, des petits amis ou ma famille. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard je me réveille haletante, le cœur battant la chamade, convaincu que quelque chose n'allait pas. Après des recherches tardives sur Internet et une autodiagnostic frénétique sur des sites médicaux, je devins convaincu que la malédiction familiale m'avait enfin frappé. Je consultai un médecin. Mon médecin financé par l'HMO, dont le cabinet se trouvait au-dessus d'un pressing dans un quartier qui n'avait jamais entendu le mot gentrification, me proposa deux options. Une étude du sommeil coûteuse dans un centre spécialisé, plus de 2000 $, ou m'enregistrer en train de dormir pendant quelques semaines et lui apporter les enregistrements. J'ai ri à l'idée d'installer un trépied et une caméra dans ma chambre, mais la logique avait du sens. Pour le prix d'une petite caméra, je pouvais déterminer si j'avais un trouble potentiellement mortel, et c'est ainsi que j'ai commencé à me filmer. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un flou. Les longues journées de travail me laissaient épuisé, et la seule perturbation réelle survint un samedi lorsque je rentrais ivre, appuyais sur enregistrer et m'écroulais complètement vêtu sur mon lit. J'hésitais à supprimer la séquence, mais la curiosité l'emporta. Je voulais voir si l'alcool aggravait mon apnée présumée. Enfin, 1 mois plus tard, je retournai au cabinet du médecin. Il me dit d'abord que je n'avais pas d'apnée du sommeil, me faisant économiser des milliers de dollars en tests. Mais ensuite, il prononça une phrase qui fit froid dans le dos. La seule fois où j'ai remarqué des perturbations dans votre sommeil, c'était quand votre petite amie entrait et sortait du lit. Confuse, je lui rappelai que je n'avais pas de petite amie. Puis il inséra la clé USB. Les images révélèrent quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. 1 heure après le début de la première nuit de l'enregistrement, une silhouette masculine apparut dans le cadre. Grande, maigre, vêtue de noir, avec de longs cheveux noirs cachant son visage. Il glissa sur mon lit, s'allongea en fixant le plafond, puis partit silencieusement avant l'aube. Cela se répéta chaque nuit. Il ne me toucha jamais et ne fit rien d'illégal. Mais savoir qu'il était là, invisible pour moi, suffisait à briser mon sentiment de sécurité. J'emportai les enregistrements à la police, mais ils furent peu utiles. Une affaire sans violence ni vol est notoirement difficile à poursuivre. Ma vie devint insupportable. Je dormais à peine, ne pouvais plus me concentrer au travail et ma vie sociale disparut. Finalement, je décidai de déménager à Atlanta, espérant qu'un nouveau départ me guérirait. Les rencontres étaient hors de question. Les choses s'améliorèrent légèrement à Atlanta, bien que je ne cessais jamais de penser à ce qui s'était passé. La police avait découvert un détail. Mon mystérieux visiteur avait pu entrer dans mon appartement en utilisant une simple technique de carte de crédit pour déverrouiller les portes, une méthode que j'avais moi-même utilisée des années auparavant, laissant involontairement ma maison vulnérable. Des mois plus tard, lors de Thanksgiving, mon père révéla davantage. Des caméras de sécurité à l'extérieur de mon ancien appartement, négligées et en panne depuis des années, n'avaient rien capté. Mais l'entreprise qui les gérait avait employé l'homme des enregistrements, Scott Lynn. Mon estomac se noua. Déterminé à en savoir plus, mon père et moi avons retrouvé l'entreprise, seulement pour la trouver abandonnée. Une vieille employée confirma que Scott y avait travaillé, puis avait déménagé à Atlanta. Cela seul était terrifiant. Mais encore pire, l'entreprise qui gérait notre système de sécurité domestique était affiliée à l'ancien employeur de Scott. Il aurait pu manipuler nos systèmes et nous observer sans être détecté. C'était une prise de conscience glaçante. Scott m'avait traqué pendant des mois, apparaissant dans mon appartement la nuit, invisible et immobile, mais bien présent. Mon père engagea un détective privé pour surveiller notre maison. Même avec des mesures de sécurité en place, la paranoïa persistait. Une nuit, après quelques verres avec mon père, je m'endormis pour me réveiller moins d'1 heure plus tard au bruit de pas devant ma porte. Le poivre de masse à la main, je remarquai un œuf cassé sur la fenêtre, rappel d'une farce de mon enfance. Une vague mémoire surgit, la vidéo que mon père m'avait montrée, celle de Scott dehors, datait de la nuit précédente. Il s'était caché dans la maison. Paniqué, je réalisais que ma mère avait été consciente, murmurant des avertissements incohérents alors que des ombres bougeaient sous ma porte. Le chaos s'éclata lorsque mon père et le détective privé intervinrent. Scott s'était échappé, mais sa présence inquiétante laissa une trace durable. Un mot déchiré au crayon pour les yeux restait « Je sais qu'un jour tu auras un beau ». 3 ans plus tard, ma mère allait mieux, plus lucide. Moi aussi, j'avais tourné la page, trouvant la sérénité dans une nouvelle communauté, un ancien établissement psychiatrique réaménagé dans l'État de Washington pour les personnes comme ma mère, offrant un nouveau départ.
Cette histoire, qui commença comme une simple peur de l'apnée du sommeil, devint une leçon terrifiante sur la vulnérabilité, la vigilance et la mince frontière entre la vie ordinaire et le cauchemar. Les troubles du sommeil peuvent être dangereux, certes, mais parfois, le danger n'est pas seulement médical, il est profondément, effroyablement humain. Au final, ce qui avait commencé comme une recherche de réponse sur mon propre sommeil s'est transformé en confrontation avec un danger qu'aucun test médical n'aurait pu révéler. J'avais passé des mois à craindre que mon corps me trahisse pour découvrir que la véritable menace était un inconnu, entrant et sortant silencieusement de ma vie pendant que je rêvais. Même aujourd'hui, des années plus tard, je vérifie encore mes serrures 2 fois et je me réveille au moindre bruit. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Être vigilant ne signifie pas vivre dans la peur, mais reprendre le contrôle. Ma mère se rétablit, j'ai reconstruit un sentiment de sécurité et j'ai trouvé une communauté façonnée non par ce qui nous a hantés, mais par la manière dont nous avons choisi d'avancer. L'apnée du sommeil n'a pas défini mon histoire. Ce qui l'a fait, c'est le rappel que parfois, les choses les plus effrayantes sont celles auxquelles nous n'aurions jamais pensé être confrontés. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous survivons. Nous en tirons des leçons. Et finalement, nous dormons à nouveau.